Le marché des cartes graphiques est toujours, depuis COVID, problématique. Les prix ont explosé et la demande aussi, surtout avec l'intelligence artificielle, machine learning et des choses comme ça. Donc, quand j'ai reconstruit mon PC en 2021, j'ai mis un 6600X comme processeur. Donc, c'est un processeur d'environ 400 $ à ce temps-là. Par contre, j'aurais aimé mettre une 3060 Ti comme carte graphique, qui était déjà pour les Founder Edition à 550 $ canadiens, qui était vraiment un prix de fou. Mais j'ai jamais réussi à en trouver une. Donc, j'ai trouvé une 3070 au MSRP, donc au prix du marchand, pour plus de 800 $. J'ai toujours trouvé ça dommage parce qu'avant, la règle d'or était que tu achètes à chaque année, pas à chaque année, mais tu achetais à chaque 2-3 ans une nouvelle carte graphique et tu gardais ton processeur entre 250 et 300 $ canadiens. Malheureusement, ce qu'on appelle un drop-in upgrade, donc tu faisais juste remplacer la carte et tu ne remplaçais pas le reste, la catégorie a pratiquement disparu, mais il y a un peu d'espoir. Intel a sorti avant les fêtes au mois de décembre la deuxième version de leur carte graphique ARC, la Battle Mage. Donc ça, c'est la B580. Elle est sold out partout. Et je voulais définitivement la tester. C'est une carte qui vient avec 12 gigs de RAM. Ça supporte AV1. Il y a plein de AI Acceleration. Et le prix, comme je disais, le MSRP est 300 $ canadiens. Donc, j'ai demandé à Intel si je pouvais en emprunter une. Ils ont accepté. C'est les mêmes règles que d'habitude. J'ai demandé si je pouvais garder la carte pour 2 semaines. Je ne suis pas compensé pour le review. Et par le moment que vous allez voir cette vidéo, je vais avoir retourné la carte à Intel. Donc, on la teste maintenant. Je vais tester la carte contre ma 3070 de Asus, qui est une carte de 8 gigs. Et j'étais supposé de faire un review de la ARC 310, première génération. C'est une carte qui vient seulement avec 4 gigs, qu'un ami était supposé mettre dans son Media Center. Mais j'ai pas vraiment le temps de faire la critique. Donc, je vais tester les trois cartes en même temps. Bien sûr, on ne s'entend pas que la ARC performe de la même façon que les deux autres cartes pour la ARC 310, mais je pense quand même que ça va être intéressant de tester. J'étais supposé de tester avec ma build IM5 qui avait un 7800 X3D. Par contre, j'ai reçu un motherboard qui était dead on arrival, donc il ne fonctionnait pas pour un remplacement. Donc, je vais le tester avec ma build de AM4 qui a un 5600X avec 32 gigs de RAM DDR4 à 3000 MHz. Donc, ça, je pense que c'est un scénario plus réaliste envers cette carte-là, parce que c'est une carte de 350 $. Si tu mets le X3D, qui est probablement le meilleur processeur, je pense que la carte va performer de façon exceptionnelle, sauf que peut-être que tu mettrais une carte graphique qui vaudrait beaucoup plus cher. Donc, on va tester ça maintenant. Parlons des spécifications de la carte en premier. Vous avez 20 XC Core. Vous avez 20 unités pour le ray tracing. La vitesse de la carte est 2670 MHz. Vous avez 12 GB pour la mémoire. 192 bits pour l'interface de mémoire. Pour l'intelligence artificielle, on a 233 TOPS. Vous avez un connecteur 8 pins pour le power, qui utilise PCI Express 4.0. Et bien sûr, la carte supporte AV1, AVC, EHVC. Vous avez trois DisplayPort 2.1 et un port HDMI 2.1. Intel vise le marché des gamers qui utilisent une résolution de 1440p, donc 2560 par 1440. Ils disent que c'est le marché pour les résolutions qui est en pleine croissance. Donc, ce n'est pas une carte qui vise 4K. Il la positionne contre la 4060, qui est une carte qui a maintenant 2 ans, en disant qu'il la batte au niveau des performances. Mais bien sûr, toutes ces images viennent du deck d'Intel, donc c'est à prendre avec un grain de sel et on va tester la carte. On peut voir ici leur propre benchmark. Ils disent en moyenne 10% plus rapide que la 4060. Ces graphes-là sont toujours utiles pour comparer avec nos résultats, mais bien sûr, en général, ce n'est pas des graphiques qu'on devrait utiliser pour apporter des conclusions.
Mais ça peut être utile si on se rend compte, par exemple, qu'on est complètement à côté de la track au niveau des performances pour voir s'il y a un problème avec les drivers ou qu'on a fait une erreur dans notre benchmark. J'ai beaucoup aimé l'interface des drivers. C'est super clean comme interface et on peut trouver toutes les settings qu'on a besoin facilement. Maintenant, c'est le temps d'un petit unboxing. J'aime beaucoup la présentation graphique minimaliste de la carte comparée à certaines cartes de compétiteurs où ils vont mettre des dragons ou des logos pour donner l'impression que c'est une carte pour les gamers. C'est très clean avec quelques points comme les performances AI en ray tracing ou utiles pour la création de contenu. J'aime aussi que quand on ouvre la boîte, ça lève la carte avec le carton derrière, ce qui rend plus facile l'extraction de la carte de la boîte. On peut voir ici la carte dans la boîte. J'aime beaucoup la qualité de fabrication. La carte et les fans semblent de haute qualité. Et on va voir que c'est une carte qui est très très silencieuse un peu plus tard au niveau des performances. Mais en fait, pour le look, ça semble une carte qui est très bien construite. Bien sûr, je ne l'ouvrirai pas parce que je dois retourner la carte à Intel. Donc on peut voir la carte ici sortie de la boîte avec les fins pour les fans euh, sur le dessus de la carte. On a cet espace pour la ventilation tout le long de la carte, ce qui devrait permettre de donner des bonnes performances. Et on peut voir ici les deux fans qui sont un à côté de l'autre sur la carte. Comme je le mentionnais, on a besoin d'un seul connecteur 8-pin PCI Express 4.0 pour donner la carte qui a un TBP d'environ 190 watts total. Donc, ça fait du bien d'avoir une carte qui n'a pas comme besoin comme de deux connecteurs ou qui prend 600 watts comme la 5090. On peut voir à l'arrière qu'on a les trois ports DisplayPort 2.1 et le port HDMI 2.1. On peut voir la carte ici en comparé avec ma Asus Dual 3070. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que les fans de ma 3070 n'ont aucune poussière, même si ça fait 4 ans qu'elle est dans le PC, ce qui prouve que je suis plus un gamer sur console et que je prends peut-être mon ordi une fois par semaine pour un jeu. Et ici, on a la EcoSpark, qui est la A310, donc une carte d'Intel de première génération avec un TBP de 50 watts. L'idée était que la personne qui l'a acheté, un ami, voulait la mettre dans un petit media center et avoir AV1, decoding et encoding. Par contre, on peut voir ici que la carte a juste un très petit ventilateur et la carte est très bruyante. Ça fait penser à un ventilateur d'un vieux laptop. C'est comme ça que le propriétaire de la carte me l'a décrit et il a tout à fait raison. On peut voir que c'est une low profile card, donc c'est une carte très mince, donc qui ne prendra pas beaucoup d'espace dans un boîtier. Et elle a deux ports mini display et un port HDMI à l'arrière. Donc l'idée, c'est une carte qui est juste à 100$ américains au moment de l'achat. Donc c'était une carte juste pour faire du display et peut-être jouer à certains jeux, des jeux plus vieux à 1080p. Comme j'en parlais un peu plus tôt, la disposition de l'interface des drivers d'Intel est très bien faite. C'est facile de trouver les items qu'on a besoin et de monitorer les performances avec la température, la mémoire que la carte utilise et toute cette information-là. Donc, je pense que c'est au moins les drivers semblent avoir une meilleure maturité que la première génération de cartes ARC. On peut voir ici la carte dans mon boîtier inversé. Et oui, j'ai fait un travail horrible pour gérer tous les câbles, mais comme je devais devoir rechanger la carte mère pour mettre mon B5, pour pouvoir mettre mon 7800 X3D, ça ne valait pas la peine de gérer les câbles. On va tester la carte avec mon processeur 5800X, un motherboard micro ATX B450M Pro 4 avec le BIOS 2.20. 32 GB de RAM en configuration 4x8 à 3000 MHz de Corsair, un NVMe de PCI Express 3, le S70 Blade de 1 TB,
et je vais utiliser le case Darkbase 701 de Be Quiet en laissant le boîtier ouvert sur le côté. Je pense que ça va être une configuration réaliste où ce que tu fais juste upgrader la carte versus utiliser un processeur qui est plus haut de gamme. Regardons maintenant les tests de performance. Au niveau du son, même si je rentrais mon appareil directement dans le boîtier, même si on utilisait Cyberpunk, la carte restait à 30 décibels, tandis que ma 3070 était à environ 42-43 et la ARC 310 pouvait monter à 48, 49, 50. Donc la carte est très très silencieuse et c'est une chose qui m'a vraiment impressionné, même si on est en train de faire des rendering ou de jouer avec un jeu avec Ray Tracing. OK, GigBig 6 est la prochaine chose à tester. En OpenCL, la carte, la 3070 a une avance de 34%, mais pour Vulkan, les cartes sont à peut-être 1% de différence, donc on peut dire qu'ils ont le même niveau de performance. Bien sûr, la A310 est loin derrière, mais comme c'est pas une carte de la même gamme, c'est tout à fait normal, et c'est une carte qui devrait être pour 1080p et moins, et pas nécessairement 3440p. J'ai décidé ensuite de tester Geekbench AI avec ONNX Direct Machine Learning. C'est pas parfait parce que sur le MacBook Pro, on va utiliser le Neural Engine, tandis que le Snapdragon va utiliser un layer de conversion QNN. Mais on peut voir que les deux cartes en single precision sont nez à nez, proches. La B580 bat en demi-précision la 3070. Mais quand on arrive à Quantasize, la carte a pratiquement 3 fois le niveau de performance pour la B580. C'est juste un test AI et ces tests-là sont encore en développement, mais c'est juste pour nous donner une idée générale d'un niveau de performance qu'on pourrait rencontrer. Je voulais tester ensuite Cinebench R24. Sauf que malheureusement, le Redshift Engine qui est utilisé pour le test est seulement compatible avec AMD et Nvidia, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas l'utiliser au niveau du test GPU. Le prochain jeu est Shadow of the Tomb Raider. En utilisant le IS setting pour une résolution native de 3440 par 1440, on a une moyenne de 69 frames secondes, donc 69 images secondes sur la B580 versus 85 pour la 3070. Si on descend les paramètres pour le plus bas, on voit une moyenne de 115 pour cette carte versus 146 pour la 3010. Donc c'est très jouable et on peut ajuster les settings au besoin. J'ai décidé ensuite d'utiliser le benchmark de Monster Hunter World qui vient de sortir. J'ai utilisé XCSS. J'ai baissé la résolution à 2680 par 1080 juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc on peut voir ici le benchmark qui tourne. Donc c'est une loupe qui prend environ peut-être 5 minutes. Et à la fin, ça nous donne un bon résultat de 20-774 et une moyenne de 60 frames par seconde. Bien sûr, on peut ajouter des settings et utiliser FSR aussi. Starfield est le prochain jeu que je voulais tester. Même avec les 3 cartes, j'ai pas trouvé que Starfield donnait des bonnes sensations au niveau du tir. Le frame pacing était partout. J'ai mis en 1920 par 1200 et en utilisant XCSS, Balance et Performance, on est environ à 45 frames par seconde. Si je switch versus 72 pour ma 3070, par contre, comme je le disais, il y a beaucoup de lag quand on tire parce que j'étais dans Killa City et j'ai commencé à tirer au hasard juste pour voir. Donc, je pense que c'est plus une limitation du moteur de jeu. Ensuite, j'ai décidé de tester Cyberpunk. On peut voir ici avec XCSS qu'on est environ à 60 frames secondes à l'extérieur de la ville en utilisant une résolution native et retracing à low ou medium.
Donc, c'est vraiment excellent. Bien sûr, on peut jouer avec les paramètres de la carte, mais on peut voir que Cyberpunk fonctionne très bien. Donc, avec XeSS Balance, environ 61 frames par seconde pour la B580 versus 82 pour la 3070. Mais bien sûr, il y a tellement d'options graphiques dans Cyberpunk et c'est avec du ray tracing à l'eau. Donc, je pense qu'on peut avoir, par défaut, là, c'est déjà satisfaisant pour jouer, mais on peut définitivement modifier les paramètres. Et These était le prochain jeu que je voulais tester. On peut voir qu'il y a une limitation dans le moteur pour le garder environ à 600 FPS. Donc, il y avait des petites dips, des fois à 575, mais c'est le moteur. Ok, Destiny 2 était le prochain jeu. Malheureusement, à cause des anti-cheat, donc le moteur contre la triche, on ne peut pas utiliser MSI Afterburner. Donc, j'ai mis les paramètres à I ou IS avec la résolution native de 3440 par 1440 et juste observé le jeu. J'étais environ à 75 et 80 frames par seconde avec la B580, alors qu'avec ma 3070, j'étais peut-être entre 115 et 125. C'est très jouable et les paramètres peuvent être ajustés, mais ça reste un résultat à prendre avec un grain de sel. On peut voir ici le résultat de mon observation. Et pour la 310, on est environ 35 frames par seconde. Mais comme je le disais, on peut définitivement ajuster les paramètres et baisser le rendering résolution, par exemple, à 75%. Donc, c'est très jouable. Forza Horizon 5 était le prochain jeu que je voulais tester. Et c'est là que j'y vais avec mon nouveau moniteur OLED à 75 Hz. Comment c'était de jouer avec un high refresh rate. Le jeu est environ à 150 frames seconde. C'est smooth comme du beurre. Et tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de dip. Donc, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Donc, on peut voir aussi qu'avec XC Balance, on avait une moyenne de 140 frames par seconde et 150 sur ma 3070 et environ 35 sur la Arc 310. Donc, les deux cartes sont très proches au niveau des performances entre la 3070 et la 580. On peut voir aussi quelle sorte de performance qu'on obtient au niveau de la température pendant que je fais un rendering avec DaVinci Resolve. La carte est à 52 degrés Celsius. Avec certains jeux, elle va monter à 65. Mais quand on fait rien avec l'ordi, elle baisse à 46. Donc c'est très bien contrôlé. Et comme je le disais, on n'entend pratiquement pas la carte. C'est comme un soupir. Donc ça semble exceptionnel à ce niveau. J'ai ensuite décidé de faire un rendering avec Endbreak avec 4K Fast AV1 pour l'encoding. Ça prend environ 24 minutes avec la B580 et QuickSync, 27 minutes avec NVEC pour ma 3070 et 37 minutes avec QuickSync pour la A310. C'est juste un test rapide d'encoding, mais c'était juste pour avoir une idée générale. Parlons ensuite de AI, l'intelligence artificielle. La carte supporte AI Playground, qui est fait par Intel. Donc, si vous l'installez parce que vous avez une carte ARC, ça vous donne une interface pour télécharger certains modèles. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, générer des images. Ça peut générer une vingtaine d'images à la fois. Vous pouvez aussi poser des questions. Donc, on a essayé plusieurs modèles et ça répondait très rapidement. Il disait que le maximum TOPS pour un des calculs qu'il avait fait était 233 et ça paraît qu'on avait des excellentes performances. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser DM Studio. Et par exemple, on a utilisé DeepSeek à 14 et 7 billion. À 14, là, on pouvait voir que ça commençait à laguer à cause qu'il fallait qu'il utilise la RAM au lieu de la VRAM. Mais les modèles à 7 billion, ça marchait très bien. L'AMA 3.2 aussi. Donc, ça semble être une excellente carte pour faire des demandes d'intelligence artificielle. Ça va être de voir maintenant si vous voulez. J'essaie de faire la même chose avec la 310. AI Playground téléchargeait et loadait, mais c'était très lent. Ça prenait plusieurs minutes à essayer de générer quelque chose. Mais à la fin, la conclusion, c'était que les performances étaient excellentes avec la B580. Je lui demandais de faire une preuve mathématique avec DL Studio et je pouvais générer 42 à 55 tokens second. Tandis que si je le faisais avec ma 3070, avec l'AMA 3.2, je pouvais générer 81 tokens second
Avec Lava, c'était 67.25. Mais l'avantage de cette carte-là, c'est qu'au lieu d'avoir 8 gigs de VRAM, tu en as 12. Donc, tu vas être capable de télécharger et de mettre en mémoire des modèles qui sont plus complexes. Donc, ça semble être une excellente carte pour l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, je n'ai pas entraîné des modèles, j'ai juste utilisé des modèles précompilés. Donc, quelqu'un qui a des connaissances plus avancées pourrait définitivement tester plus pour cette carte. Mais on parle d'une carte avec 12 GB de VRAM pour 350$ canadiens versus ce que tu vas avoir des cartes avec 16, 24 ou 32, mais c'est des cartes qui vont coûter 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois plus cher. Au niveau des problèmes avec la carte, j'ai pas eu de problème majeur, seulement 2 petits problèmes mineurs. Le premier, c'est la courbe pour les ventilateurs, donc le fan curve. Si j'étais en train de faire un rendering, par exemple, pour un benchmark qui était seulement le CPU, sur ma 3070, les fans de la carte graphique vont arrêter et vont rester arrêtés. Tandis que sur la B580, ils vont tourner pour 5 secondes, arrêter pour 5 secondes, tourner pour 5 secondes, arrêter pour 5 secondes. Donc, bien sûr, je pense que ça pourrait être ajusté au niveau des drivers. C'était le dernier driver qui était public. Donc, c'est une des premières choses. La deuxième, c'était que sur certains jeux comme Cyberpunk 2077 ou Starfield, quand le launcher part un deuxième launcher, des fois j'avais un écran noir où on entendait le son pour 5 secondes, voyait l'image pour 5 secondes. Après ça, ça devenait un écran noir. Et là, le son jouait de façon aléatoire pour 3-4 secondes. Donc, il fallait que je fasse un hard reboot. Mais c'est pas un gros problème parce que une fois que j'ai compris que si un launcher partait un autre launcher, que ça pouvait causer des problèmes, ben, je m'assurais de trouver le bon. Et après, il n'y avait pas de problème. Dans le cas de Starfield, c'est quand il a compilé les shaders que ça semble avoir causé ce problème-là. Je n'avais pas pensé au moment de faire un reset des propriétés des drivers à partir du raccourci clavier. Donc, peut-être que ça règle le problème. Donc, mais en somme toute, c'était mineur et la carte était très stable. Maintenant, je n'ai pas parlé de la ARC 310. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, en fait, c'est une carte à 100$ américains. En théorie, ça serait une excellente carte pour mettre dans un media center parce que ça supporte AV1, AV9 puis plein de codecs. Le problème, c'est que le fan est très, très bruyant. Par exemple, si pendant qu'on faisait tourner Cyberpunk, je pense qu'il était rendu à 4400 ou 4300 RPM. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en dessous d'une télévision pour écouter des films ou encoder ou streamer, je pense pas nécessairement que ce serait une bonne option. Au niveau gaming, c'est sûr que j'ai poussé pas mal sur 3440 par 1440, donc c'est pas la résolution que cette carte-là devrait être faite. Je pense que si vous jouez à des vieux jeux à 1080p, ça va définitivement faire le travail. Donc, c'était juste un aperçu rapide de la carte. Donc, qu'est-ce que je pense de la Intel Arc Battle Mage B580? Je pense qu'Intel ont vraiment une carte gagnante entre les mains. Et le fait qu'elle est toujours en rupture de stock, quand on regarde sur la plupart des sites qui vendent du matériel, est probablement un signe que la demande est plus forte que ce que Intel s'attendait. Faites attention parce qu'il y a certains vendeurs privés qui vont la mettre comme à 450. Par défaut, Best Buy l'ont à 370. Donc, essayez de payer entre 350 et 370 pour la carte. Et à ce prix-là, vous allez être très satisfait des performances. C'est une carte qui vise pour une résolution de 1440p. Et je l'utilise en ultra-wide, donc en 3440 par 1440p. Et la carte performait super bien. Cyberpunk était entre 60 et 80 frames secondes avec XSI et Ray Tracing à high ou medium, dépendant du cas. Donc, c'est une excellente carte. J'espère qu'Intel vont rester dans le marché des cartes discrètes parce que ça serait bien d'avoir un peu plus de compétition entre NVIDIA, AMD et Intel. Et je pense que si vous la trouvez à ce prix-là, vous allez être très, très satisfait.